Élisabeth, Henriette d'Angleterre descend des plus prestigieuses familles d'Europe. Ah bah, elle a un pédigré hors pair. Elle est doublement de sang royal. Parce qu'en fait, elle est la fille du roi d'Angleterre Charles Ier et de la reine Henriette de France. Oui. Donc, elle est l'arrière-petite-fille de Marie Stuart, petite-fille d'Henri IV et de Marie de Médicis. Elle est nièce de Louis XIII, du roi Louis XIII, et donc d'Anne d'Autriche, et cousine germaine de Louis XIV. Alors, sa naissance a lieu dans des conditions politiques difficiles. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est la dernière enfant donc, de Charles Ier et d'Henriette d'Angleterre. Et depuis 4 ans, le pays vit des troubles terribles qui aboutissent à une guerre civile, juste avant la séparation de ses parents. Donc, 15 jours après la naissance d'Henriette, sa mère l'abandonne à une gouvernante, Lady Morton, c'est une Anglaise. Oui, tout à fait. La mère, pendant ce temps-là, donc, part en France. Elle est au Louvre. Carrément. Donc, accueillie par sa belle-sœur, Anne d'Autriche. Et bien accueillie. Elle est relativement bien accueillie en tant que reine d'Angleterre. Alors donc, Henriette Marie, elle est à la cour, au Louvre, tout va bien. Et à un moment, la gouvernante d'Henriette, le bébé, prend peur. Pourquoi ? Eh bien parce que la ville de naissance d'Henriette est prise par les opposants au roi. Et du coup, elle se dit que si la petite, elle aussi, devient prisonnière, elle ne survivra pas. Donc elle prend sur elle la décision de réunir la mère et la fille. Elles arrivent à Calais, puis à Paris. Et là, elles sont accueillies fraîchement par Henriette la mère. Pourquoi alors elle... Parce que, en fait, c'est pas dans son plan quoi, de récupérer sa fille. C'est la dernière. Elle n'en a pas grand-chose à faire. Tous ses autres enfants sont un peu éparpillés partout. C'est vrai. Il y a le frère aîné, quand même, le prince de Galles. Qui doit normalement succéder au roi d'Angleterre. Exactement. Qui, quand même, se met à l'abri, lui aussi, en France. Ouais. Et du coup, ils vont survivre à 3, parce que c'est quand même pas la fortune au Louvre. Hein. Et c'est quand même une petite existence. Alors là, c'est la fronde à Paris. La cour s'en va. Et là, pour le coup, ça se gâte pour les deux Henriettes. Ah bah clairement, déjà, Anne d'Autriche oublie totalement de lui payer sa pension. Terminé. Donc plus rien. Et puis, lors de la fameuse Nuit des Rois en 1649, la cour s'en va du Louvre en les oubliant, mais totalement, sans les laisser pour compte. Oui. Donc elles restent là pendant tout le siège de Paris. Elles ont faim, elles ont même plus de quoi acheter des vivres, elle a déjà tout vendu. C'est affreux. Donc elles sont mais vraiment démunies et oubliées de tous. Après la fronde, Anne d'Autriche et Mazarin vont rentrer au Louvre. Et là, quand même, ils vont redonner une pension aux deux Henriettes. Oui, et puis une place aussi. Alors, Henriette, à ce moment-là, elle est envoyée chez les Visitandines, Oui. où elle reçoit une éducation due à son rang. Elle l'a acquise là. Elle va au couvent, pourquoi? Parce qu'en fait, entre-temps, il y a un événement majeur dans sa vie qui arrive, la mort de son père, par décapitation. Voilà. Il a été jugé, condamné à mort par le Parlement anglais, et donc elle se retrouve orpheline de père. La mère est une reine déchue et veuve. Et le frangin, on ne sait pas encore s'il va régner. Absolument, pour l'instant, il n'a pas encore récupéré le trône. Hein. Voilà. Donc, du coup, la mère se dit, finalement, il n'y a plus qu'une chose, il faut se réfugier au couvent. Et là, donc, elle devient la marraine de ce couvent. C'est pas un couvent très conventionnel. Non, c'est plutôt, on va dire, une pension, finalement. Ouais, où il se passe un peu des trucs. Voilà, il y a quand même les religieuses. Hein, oui, mais... et puis, elle a quand même un combat, c'est de rendre sa fillette catholique. Mais ça prend pas très bien auprès d'Henriette, la petite, parce que cette vie monotone l'ennuie profondément. Henriette, là-dessus, va être présentée à la cour. Et l'idée, c'est que potentiellement, elle pourrait devenir l'épouse de Louis XIV. Sauf qu'il n'est pas du tout emballé parce qu'elle a 11 ans. Ben oui, et lui en a 17. Il en a 17. Elle est maigrichonne, elle a pas beaucoup de grâce, elle est godiche, quoi, encore. Bah, tout le monde se dit que c'est les pauvresses de la cour de France et personne n'en veut. Personne n'en veut et on verra plus tard que Louis XIV changera d'avis. Et on va proposer la petite Henriette à monsieur, c'est-à-dire Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, monsieur. Alors, bon, ça passe... c'est-à-dire qu'il faut, il faut faire un chef-d'œuvre diplomatique. Mazarin va bientôt mourir, il veut terminer ça. Donc, paix avec l'Espagne, et on se rapproche de l'Angleterre, et ça consolide la France. Hein. Mais c'est vrai que, bon, monsieur, il est bien obligé de se marier. Et puis surtout, si jamais Louis XIV meurt, il faut que le frangin assure. Oui. Donc, on demande la main d'Henriette, on la dote, et le mariage va avoir lieu au Palais Royal. C'est un mariage très simple.
Mazarin est mort, Anne d'Autriche porte le deuil, elle ne viendra pas au mariage. C'est là où vit la reine-mère d'Angleterre, ça, la mère d'Henriette. Alors, catastrophe. Louis XIV, qui avait dédaigné la petite gamine de 11 ans, maigrelette, là, il commence à la trouver à son goût. Parce qu'elle a changé. Elle est devenue piquante, elle est joyeuse, elle est drôle. Et puis, il est mal marié, Louis XIV. Avec cette Marie-Thérèse. Oui, elle est d'engâtée. Petite, qui n'arrête pas de bouffer. Oui, du chocolat, avec ses bouffons qui parlent pas français, qui dansent mal, enfin, c'est l'horreur. Et qui est moche. Voilà. Et en plus, Henriette est mal mariée aussi. Donc, les deux sont mal mariés, donc ils vont forcément se rapprocher. Et ça se passe à Fontainebleau, hein, juste après le mariage. C'est toujours la saison d'été, on se retrouve. Et là, évidemment, il va sortir le grand jeu à sa cousine. Hein. C'est des balades, c'est des promenades. On va dans les bois jusqu'à 2 h du matin, donc ça fait jaser. Et puis on monte des spectacles. Là, avec évidemment toute la subtilité de cette cour, on va mettre dans les pattes de Louis XIV et d'Henriette un paravent. C'est-à-dire, on choisit une jeune fille qui s'appelle Louise de la Vallière, à qui Louis XIV est censé faire la course pour que les gens ne se rendent pas compte que c'est Henriette qui reluque. D'où elle sort, cette Louise de la Vallière? Eh bien, c'est une suivante, c'est une dame d'honneur de la petite Henriette. Hein. Ouais. Et donc, elle est toute belle, elle n'est pas de haute naissance, mais elle va servir donc de leurre, en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc, on va la montrer devant, comme pendant que les autres font leur affaire derrière. Elle n'est pas somptueuse, si, au début. Elle n'est pas forcément très belle, mais elle n'est pas ambitieuse, Louise de la Vallière. Oui. Et donc, Louis XIV, ça le change d'avoir une fille comme ça, toute simple. Et donc, il va vraiment tomber amoureux d'elle, ce qui vraiment n'était pas prévu. Alors, Louis XIV, comme il est épié, tous les regards sont sur lui, il faut qu'il joue serré dans l'affaire. Et tout ça est en machination, hein, avec son entourage, ses valets, évidemment. Mais alors, Henriette, elle s'en rend compte? Alors, Henriette, évidemment, va vite s'en rendre compte. Elle est le dindon de la farce dans cette affaire, et ils ont des mots avec Louis XIV. Elle va lui dire, mais enfin, vous préférez une bourgeoise boiteuse et laide à une fille de roi. Et il y aura un ressentiment de la part d'Henriette vis-à-vis de Louis XIV, qui va s'atténuer peu à peu, mais enfin, vraiment, elle est furieuse. Elle a été plaquée devant toute la course, ce qui n'est jamais très agréable. Et alors là, elle va se consoler avec le favori de monsieur du moment, le comte de Guiche. Oui, le plus étonnant, c'est que c'est monsieur qui va les présenter, parce qu'il dit, Henriette, il faut bien vous entendre avec mon favori, le comte de Guiche. Donc ils vont très bien s'entendre, ils vont finir dans les bras l'un de l'autre. C'est un peu le Baptiste Giabiconi de l'époque. C'est le top modèle du moment. Ouais. Et alors, elle est seule, Henriette, elle est délaissée, et lui, il comprend bien qu'il peut utiliser la détresse de madame. Mais monsieur va savoir. Oui. Et alors là, il va péter les plombs. Et surtout, il va se plaindre à son frère, et son frère qui va exiler le comte de Guiche. Il en a assez, Louis XIV, il veut pas de problème avec son frère, il a d'autres chats à fouetter. Donc, on exile le comte de Guiche. Finalement, il va finir par partir à la guerre et complètement partir de France. Il va aller se battre en Pologne. Et là, tout à coup, quand il est parti, il va y avoir un grand repas donné à la cour. Toute la famille royale est autour de la table. Et on annonce que le comte de Guiche s'est fait blesser à la guerre. Alors? Mortellement quasiment. La balle a évité de le tuer parce qu'il avait un coffre en métal avec le portrait d'Henriette sur lui. Et Henriette apprend ça au repas, elle devient blême, elle se lève et elle quitte la table devant toute la cour. Tout le monde a compris qu'elle est toujours amoureuse et qu'ils s'écrivent encore des lettres. Et monsieur, ça repart de plus belle. En plus, il y a un livre qui va sortir sur les amours d'Henriette et du comte de Guiche, en Hollande, à côté de la France, hein, parce que c'est interdit de publier ce genre de choses en France, hein, c'est closer, quoi. Hein. Oui. C'est ça. Donc on va racheter tous les exemplaires, et finalement, il y en a un qui va quand même arriver dans les mains de monsieur, donc c'est reparti de plus belle, ça recommence. N'ayant plus le comte de Guiche sous la main, elle se rabat sur le meilleur ami du comte de Guiche. Oui, voilà, le marquis de Wardes. Alors lui, c'est vraiment le sournois, le fourbe. Il est dans l'ombre de Guiche. Dès que Guiche s'en va, il prend la place. Il déclare sa flamme à Henriette, qui s'en doutait un peu, donc elle se laisse courtiser. Elle est encore seule, comme d'habitude. Mais lui, il va servir un peu d'espion à Louis XIV. C'est-à-dire que Louis XIV dit regardez un peu, surveiller ma belle-sœur, ce qu'elle fait, parce qu'il s'en méfie. Et donc, il joue double jeu, en quelque sorte. Mais c'est vraiment l'ambitieux, c'est vraiment le type qui pousse ses pions pour arriver au sommet le plus proche du roi, le plus proche d'Henriette. Alors, le marquis de Wardes va faire un chantage à Henriette. Alors, il faut savoir que le marquis de Wardes possède toutes les lettres du comte de Guiche à Henriette. Et dans ces lettres, le comte de Guiche se fout de la figure de Louis XIV. Il le traite d'avare, de fanfaron. Il faut surtout pas que ces lettres arrivent dans les mains du roi. Et là, tout à coup, il tombe en disgrâce parce qu'Henriette se rend compte de son double jeu. Et donc, le marquis de Wardes fait savoir à Henriette qu'il va diffuser, qu'il va montrer ces lettres au roi. Henriette, c'est grave. Voilà, Henriette ne cède pas à ce chantage.
Et les lettres vont atterrir chez le roi. Et Henriette va vite se précipiter chez Louis XIV pour lui expliquer que Vardes est un fourbe. Alors Vardes, terminé, la comtesse de Soissons, la maîtresse de Vardes, terminée, ils sont tous les deux exilés de la cour. Terminé. Elle est encore toute jeune, donc lors du festin royal donné par Mazarin. Et là, on s'aperçoit qu'elle est aussi douée que le roi pour la danse. Mais alors, d'où ça sort, ça? C'est inné. C'est inné et elle aime ça, surtout. Ouais. Donc ce sont des véritables performances à chaque fois. On a cet épisode en 1663 où quand le prince héritier de Danemark arrive, c'est elle qui ouvre le bal, elle virevolte. Il y a Marie-Thérèse qui est là figée dans ses bijoux, elle ne bouge pas un orteil et tout le monde l'admire, la regarde, émerveillé. Et du coup, les chorégraphies vont sans arrêt associer le roi avec Henriette. Ouais. Elle s'y perd, elle est complètement grisée par cette place de reine qu'elle n'a pas, Ben oui. mais qu'elle tient. Oui. Et alors, elle doit tout arrêter en 1669, elle a 25 ans, elle est enceinte de son 8e enfant, Ouais. et là, elle doit renoncer. Elle est épuisée. Parce qu'il faut voir que les répétitions de ces ballets, mais sont des performances. Donc, elle ne peut plus, et elle ne dansera pas le ballet de Flore. Alors, c'est pas seulement une jet-setteuse futile, parce que c'est aussi la muse des artistes de son temps. Hein. Comme elle est insomniaque, elle lit énormément, ce qui n'est pas le cas de beaucoup des femmes de la cour. Voilà. Donc elle lit et elle va être protectrice des auteurs. Alors en particulier Molière, qu'elle défend contre les bien-pensants. Oui, c'est génial ça, parce que Molière, il n'a pas la cote à l'époque. Hein. Absolument pas. Et il est attaqué de partout. Et c'est bien pour ça, comme elle le défend, elle le protège. Il va lui dédicacer l'école des femmes. Ouais. Elle est aussi la marraine de son fils aîné. Elle a des représentations particulières du Tartuffe pour elle, des lectures privées. Et puis surtout, c'est elle qui va découvrir le talent du jeune Racine. Elle lui donne ses lumières, comme on disait à l'époque, notamment au moment de l'écriture d'Andromaque. Ouais. Elle va bénéficier de cette représentation privée dans les appartements de la reine. Et là, c'est son triomphe. Parce que tout d'un coup, on reconnaît le talent de Racine, mais aussi, au travers du talent de Racine, c'est son intelligence et son esprit qui est consacré. Donc, effectivement, à partir de l'adolescence, elle tombe souvent malade. Alors, on a vu qu'elle avait la porphyrie, et donc elle est souvent alitée. Et c'est vrai qu'en plus, dès qu'il y a un virus qui passe, c'est pour elle. À 17 ans, elle a la rougeole, elle est toute rouge, elle aurait pu y passer parce que c'est dangereux quand on est adulte. C'est quand même assez fatigant. Et elle a un rythme de vie vraiment fatigant. Ah, c'est vrai que c'est une festive. Elle est hyper active, elle a toujours besoin de faire quelque chose. Et elle a surtout marqué les esprits, cette Henriette, par sa mort extrêmement mystérieuse. Oui. Aujourd'hui encore, on se pose beaucoup de questions sur l'origine de sa mort, finalement. Est-ce que c'est une mort par maladie ou est-ce que c'est une mort par empoisonnement? Oui. Puisque elle croit, elle est sûre qu'elle a été empoisonnée. Oui. Effectivement. Elle est à Saint-Cloud, elle boit sa chicorée et là les douleurs reprennent et elle hurle « on m'a empoisonné ». Mais pourquoi l'aurait-on empoisonné? On suspecte le chevalier de Lorraine. Mais oui, et puis monsieur n'est pas fou de sa femme non plus. Il aurait pu l'empoisonner aussi. Oui, il voulait faire des enfants quand même, puis il n'avait pas besoin, sa femme ne le dérangeait pas. Il lui en voulait effectivement d'avoir fait chasser le chevalier de Lorraine, qui à ce moment-là était à Rome, donc on ne voit pas très bien comment il l'aurait empoisonné. On suspecte aussi vaguement les Hollandais, puisque comme elle a fait faire le traité entre l'Angleterre et la France, et que les Hollandais étaient les dindons de la farce, bon, enfin bon... Non, il n'y a pas vraiment de mobile. Et le monsieur, d'ailleurs, a une idée. Il dit, bah, si c'est un empoisonnement, faisons lécher la tasse à un chien. Et le chien ne meurt pas. Il ne se passe rien. Et d'ailleurs, peu de temps après, elle dit, non, finalement, je ne pense pas que ce soit un empoisonnement. Non, d'après l'autopsie, il n'y a pas de signe d'empoisonnement.